15 ans sur une île déserte, sans forêt, sans outils, sans espoir de sauvetage. De 60 personnes, il n'en resta que 8, mais elles n'ont pas abandonné. C'est l'histoire de la façon dont des êtres humains peuvent survivre là où la survie semble impossible. Il sera question de l'île Tromelin, un minuscule lopin de terre perdu dans les eaux de l'océan Indien. C'est ici qu'un petit groupe de personnes a dû lutter pour sa vie pendant 15 ans, l'un des plus longs drames de survie de l'histoire de l'humanité. Ce morceau de terre aride se trouve loin de toute civilisation. La terre la plus proche est Madagascar, et même elle se trouve à 450 km. Imaginez, 450 km d'océan. L'île est parfaitement plate, sa superficie atteignant à peine 1 km². La végétation est maigre, de rares arbustes bas qui s'accrochent péniblement au sable, des nids d'oiseaux marins. Rien de plus. Des vents violents balayent constamment ce banc de sable, emportant tout ce qui tente de dépasser un demi-mètre de hauteur. Le jour, le soleil transforme le sable en une poêle brûlante. La nuit, la température chute et le froid pénètre jusqu'aux os. Mais revenons à l'histoire. 1761. La France connaît l'apogée de sa puissance. Le cardinal de Richelieu organise une construction navale de grande envergure, cherchant à étendre les possessions coloniales. Les expéditions françaises se dirigent vers le Canada, vers les îles du Sud. L'objectif est simple: conquérir de nouveaux territoires, accéder aux ressources, renforcer l'influence économique de la puissance. Le résultat de cette expansion est la création de 2 grandes compagnies de commerce, la Compagnie des Indes occidentales et la Compagnie des Indes orientales, pour l'Atlantique et l'océan Indien respectivement. Le commerce d'outre-mer est florissant. Les colonies fournissent du sucre, du coton, du café, du cacao, des épices. Mais pour extraire toutes ces richesses, il faut de la main-d'œuvre. Beaucoup de main-d'œuvre. D'immenses plantations, des champs infinis sous un soleil de plomb, tout cela exigeait des milliers de bras. Le choix se porta sur l'Afrique, à l'époque centre d'une traite négrière très active. Les esclaves noirs sont envoyés en masse dans les plantations. En 1686, la France déclare Madagascar, l'île Maurice et plusieurs autres îles plus petites de la région comme ses possessions. Tout un réseau de colonies, reliées par des routes maritimes, se forme. Le 17 novembre 1760, le navire de transport L'Utile quitte le port français de Bayonne. Direction Madagascar. Le navire suivait une route bien établie, empruntée par des centaines de bateaux avant lui. Mais l'Utile n'était pas destiné à revoir son port d'attache. Le 31 juillet 1761, le navire fait naufrage près de l'île de Sable, le nom que portait alors Tromelin. Je le rappelle, c'est à 450 km de Madagascar. Le navire allait chercher une cargaison de riz et d'épices, avec à son bord 122 marins français. Mais en plus de l'équipage, entre 100 et 200 esclaves languissaient dans les cales. Dans l'obscurité, dans une atmosphère étouffante, enchaînés aux parois de bois. Les marins français les avaient capturés illégalement à Madagascar et prévoyaient de les vendre sur l'île de France, où se trouvait un grand marché aux esclaves. Apparemment, l'équipage avait décidé de ne pas faire route à vide et d'en profiter pour se faire un peu d'argent. L'esclavage était alors florissant et les esclaves n'étaient pas traités comme des êtres humains, mais comme une marchandise rentable. Une cargaison vivante, de l'argent sur pattes. Bien que l'Utile ne fût pas un navire négrier, les Français avaient manifestement décidé de saisir l'occasion. Les captifs appartenaient au peuple malgache, des hommes et des femmes qu'ils comptaient revendre à bon prix à la fin du voyage. Mais le navire n'atteignit jamais le marché aux esclaves. Il se brisa sur les récifs d'un îlot de sable. Le choc fut soudain. Craquement de bois, cris, chaos. Les naufragés se retrouvent sur un minuscule lopin de terre. L'île est un banc de sable de 1700 mètres de long sur 700 de large. Elle est entourée de récifs coralliens, tranchants comme des rasoirs. La surface est couverte de rares arbustes bas qui égratignent les jambes et les bras.
Des vents violents balaient périodiquement toute vie de l'île, c'est pourquoi les grands arbres n'y prennent pas racine. Hormis les nids d'oiseaux marins et les tortues, il n'y a absolument rien sur l'île. Pas d'ombre, aucun abri contre les éléments. Selon les archives du journal de bord, toujours conservées dans les archives de la ville de Lorient, la plupart des esclaves périrent pendant la catastrophe, les écoutilles des cales étant fermées. L'eau s'engouffra à l'intérieur et les gens n'eurent aucune chance. Mais 60 chanceux réussirent à s'échapper du navire en perdition. Eux, ainsi que les 122 membres de l'équipage français, se retrouvèrent sur cette plage de sable aride, trempés, en état de choc, mais vivants. Il faut reconnaître que les survivants agirent de manière organisée. Le capitaine Jean de Lafargue perdit la raison durant le naufrage. On dit qu'il restait assis sur le sable, le regard vide fixé sur l'océan, sans réagir à ce qu'on lui disait. Il fut remplacé par le premier lieutenant, Barthélemy Castellan du Vernet. D'ailleurs, le lieutenant avait perdu son frère Léon dans cette catastrophe, noyé dans la cale. Mais Duvernay ne laissa pas le chagrin l'abattre. Il dirigea les hommes avec efficacité, et la discipline régnait au sein de l'équipage. L'équipage réussit à extraire des débris, du matériel, des armes, des provisions et des planches. Ils travaillèrent vite, comprenant que chaque objet sauvé pouvait être décisif pour leur survie. Mais surtout, ils creusèrent un puits et atteignirent de l'eau potable. Ils creusèrent avec leurs mains des planches, des débris de métal, 5 mètres de profondeur dans le sable. Quand l'humidité apparut au fond, ce fut un petit miracle. C'est ce qui leur sauva la vie. Ils se nourrissaient de la nourriture du navire, des barils de viande salée, des sacs de biscuits de mer, tout ce qu'ils purent récupérer avant que le navire ne disparaisse complètement sous les eaux. Puis ils passèrent à la nourriture locale, viande de tortue, d'oiseaux marins et œufs. D'après les notes du journal, il n'y eut pas de famine grave, les provisions étaient suffisantes. Les oiseaux nichaient à même le sol et pouvaient être attrapés à la main. Les tortues venaient sur le rivage pour pondre leurs œufs et il était alors facile de les chasser. Le lieutenant Duvernay ordonna la construction de 2 camps, l'un pour l'équipage, l'autre pour les esclaves. Même ici, au bout du monde, la ségrégation était maintenue. Les Français n'avaient pas l'intention de partager un abri avec les esclaves. Ils construisirent également une forge avec les débris métalliques du navire, un four et un atelier pour fabriquer une embarcation sur laquelle l'équipage prévoyait de quitter l'île au plus vite. Le travail se poursuivait jour et nuit. 2 mois plus tard, à partir des débris du navire, ils réussirent à assembler une petite embarcation. 2 mois de dur labeur sous un soleil de plomb. Les doigts pleins d'échardes, la peau brûlée. Mais l'embarcation était prête. Les 122 Français, marins et officiers, à bord de leur nouvelle chaloupe baptisée « La Providence », quittèrent l'îlot de sable. Ils chargèrent les dernières réserves d'eau et de nourriture, ils vérifièrent le gréement. Les 60 esclaves restèrent sur le rivage et regardèrent s'éloigner leur unique espoir. Les marins promirent de revenir les chercher dès que possible. Il fallait juste attendre un peu, un tout petit peu. La chaloupe s'éloigna. Les esclaves restèrent sur l'île. Ils agitaient les bras, ils criaient, mais le vent emporta leur voix dans le vide de l'océan. Certains membres de l'équipage affirmèrent plus tard que leur embarcation n'aurait tout simplement pas supporté un tel nombre de personnes. Surcharge, risque, disaient-ils. Bien qu'il soit tout à fait possible que les Français n'aient pas voulu s'encombrer des esclaves, les nourrir pendant le voyage, partager des réserves déjà maigres. Et ils décidèrent qu'ils reviendraient plus tard, quand ce serait plus commode. 60 Malgaches, hommes et femmes, restèrent sur l'île de sable. Les marins atteignirent Madagascar avec succès en un peu plus de 3 jours. La mer était calme, le vent favorable. Après une escale à Foule-Pointe, où plusieurs hommes moururent du paludisme, cette maudite maladie ayant raison de leurs organismes affaiblis, ils furent transférés sur l'île de la Réunion, alors appelée Bourbon, puis sur l'île Maurice.
Arrivé sur l'île Maurice, l'équipage exigea des autorités coloniales qu'elles envoient un navire pour sauver les esclaves malgaches abandonnés sur l'île. Duvernay insista, il exigea. Mais un problème se posa. À ce moment-là, la France était engagée dans la guerre de 7 ans et l'île Maurice était sous la menace d'une attaque. Chaque navire comptait. Le gouverneur décida qu'envoyer ne serait-ce qu'un seul navire pour sauver des esclaves et ainsi affaiblir la flotte de l'île Maurice ne serait pas raisonnable. Il refusa aux marins, froidement, sans explication. Les esclaves n'étaient pas une priorité. Pour être juste, cette décision indigna fortement le lieutenant Duvernay, qui voulait réellement retourner chercher les esclaves. D'après ses mémoires, il regretta son geste jusqu'à la fin de sa vie. Cette histoire ne lui laissa aucun répit. De retour en France, il rendit l'affaire publique, écrivit des lettres, obtint des audiences avec des personnages influents. Pendant un temps, l'intelligentsia française s'en émut même. L'écrivain français Bernardin de Saint-Pierre en parla, qualifiant l'affaire d'exemple de la chute morale de la nation. Mais avec la fin de la guerre de 7 ans et la faillite de la Compagnie des Indes orientales, les Robinson furent tout simplement oubliés. La guerre était terminée. De nouveaux problèmes surgirent. 60 personnes sur une île lointaine cessèrent d'être un sujet de discussion. Et sur l'île, le temps s'étirait infiniment lentement. Après 2 ans d'attente angoissante, les esclaves comprirent que personne ne reviendrait les chercher. La promesse était un mensonge, ou elle avait simplement été oubliée. Il fallait se sauver par leurs propres moyens. Ils construisirent un radeau. Le travail était difficile. Il n'y avait presque pas de bois. Il fallait utiliser les restes de débris que les Français n'avaient pas emportés. 18 hommes sur cette embarcation de fortune tentèrent de rejoindre Madagascar par leurs propres moyens. 450 kilomètres d'océan. Ils partirent à l'aube, quand la mer était calme. Ils saluèrent de la main ceux qui restaient sur le rivage. Mais le radeau se brisa sur les mêmes maudits récifs qui avaient causé la perte de l'utile. Les aiguilles de corail déchirèrent le fond. L'eau submergea le pont. Les 18 hommes périrent. Leurs corps furent rejetés sur le rivage quelques jours plus tard. Une deuxième tentative pour quitter l'île fut entreprise 10 ans après le naufrage, en 1771. 10 ans d'attente, d'espoir, de désespoir. Ils construisirent à nouveau un radeau, ils risquèrent à nouveau leur vie. Et ils échouèrent à nouveau. Les détails de cette tentative n'ont pas été conservés, mais le résultat est connu. Personne n'a survécu. En 1773, un navire nommé la Sauterelle aperçut des gens sur le rivage et tenta de s'approcher de l'île. Les gens sur la plage criaient, agitaient les bras, allumaient des feux pour attirer l'attention. Mais les hauts récifs empêchèrent le navire de s'approcher. Une chaloupe envoyée vers le rivage avec 2 marins se brisa sur le récif de corail avec le même craquement que l'utile autrefois. L'un des marins réussit à regagner le navire. Il fut hissé à bord, ensanglanté, couvert de plaies déchiquetées par les coraux. Le second atteignit le rivage de l'île, mais le navire repartit sans lui. Le capitaine ne voulut pas risquer une autre chaloupe. Le marin rejoignit les Robinson. Comme le raconta plus tard l'une des femmes survivantes, lorsqu'il arriva sur l'île, il ne restait que 3 hommes en vie. Tous les autres étaient morts de maladie, d'accident, de désespoir. Le marin, dont le nom n'a pas été conservé, tenta lui aussi de construire un radeau et de quitter cet endroit maudit. Il avait de l'expérience, des connaissances, c'était un marin. Sur le 3e radeau, 4 hommes et 3 femmes tentèrent de franchir les récifs côtiers. Ils attendirent le temps idéal, choisirent le moment où la marée était à son plus haut. Ils appareillèrent, mais personne ne les a jamais revus. Leur radeau s'est soit brisé juste après les récifs, soit a été emporté au large. Sans nourriture, sans eau, sous un soleil de plomb, ils n'auraient pas survécu plus de quelques jours. Et c'est seulement 15 ans après le naufrage, le 29 novembre 1776, que les Malgaches furent aperçus par les marins de la corvette La Dauphine. 15 ans, 5500 jours.
S'approcher de l'île s'avéra difficile. Ces récifs étaient un piège mortel pour tout navire. 3 barques ne purent accoster, repoussées par les vagues sur les coraux acérés. Seule la 4e, avec un timonier expérimenté, y parvint. À son bord se trouvait le commandant du navire, le chevalier de Tromelin. C'est en son honneur que cette île de sable fut plus tard nommée. Tromelin mit pied à terre et vit une scène qui le frappa au plus profond de son âme. Des 60 esclaves, en 15 ans, 8 personnes avaient survécu. 7 femmes et un nourrisson de 8 mois. Uniquement des femmes. Tous les hommes avaient péri dans des tentatives de sauvetage, de maladies, d'accidents. En arrivant sur l'île, le commandant découvrit que les survivantes étaient vêtues d'habits tressés en plumes. Des tenues étranges, presque primitives. Elles avaient réussi à entretenir le feu pendant toutes ces années, bien qu'il n'y eût pas un seul arbre sur l'île, seulement de petits arbustes. Elles avaient appris à produire des étincelles avec du silex, ramassaient de la mousse sèche, conservaient précieusement les braises. Le feu leur apportait de la chaleur la nuit, les protégeait du désespoir. Tant que le feu brûle, il y a de la vie. Les Malgaches avaient construit des huttes en corail, des abris rudimentaires mais solides. La plupart du bois avait été utilisé pour la construction des innombrables radeaux de sauvetage. Il avait donc fallu improviser. Elles avaient également érigé un poste d'observation sur le point le plus élevé de l'île, une petite butte à peine visible sur le banc de sable plat. De là, on pouvait voir l'horizon à 360 degrés. Chaque jour, quelqu'un y montait et scrutait l'océan, espérant voir des voiles. 15 ans de ce rituel. Ces gens étaient originaires des hauts plateaux du centre de Madagascar. Ils vivaient dans les montagnes, au milieu des forêts et des rivières. Ils n'avaient aucune expérience de la pêche ou de la navigation. Cet environnement, sable, sel, eau infinie, leur était totalement étranger. La plupart périrent dans les premiers mois suivant le naufrage. Ils ne tinrent pas psychologiquement, ils abandonnèrent. Celles qui restèrent en vie continuèrent d'espérer être sauvées. Elles se nourrissaient d'oiseaux, d'œufs, de tortues de mer, des rares poissons qui s'approchaient de l'île au-delà des récifs coralliens. La pêche n'était pas très fructueuse. Elle n'avait pas de matériel adéquat, seulement des hameçons improvisés avec des débris de métal et des cordes tressées à partir de fibres végétales. Mais les provisions suffisaient, la faim ne les a pas tuées. Le plus important, il y avait de l'eau douce sur l'île. Elles avaient réussi à creuser un puits. 5 mètres de profondeur dans le sable. L'eau était saumâtre, mais potable. C'est en grande partie grâce à cela qu'elles ont tenu si longtemps. Sans eau, elles n'auraient pas survécu 1 mois. Une question se pose certainement. Qu'est-il advenu des esclaves après leur sauvetage? Ont-ils été renvoyés dans les plantations ou revendus sur les marchés aux esclaves? Car formellement, ils étaient encore la propriété de quelqu'un. Non, ils furent amenés sur l'île Maurice, où le gouverneur Jacques Maillard les déclara libres. Il les accueillit personnellement sur le quai et lut le décret de libération. Ces gens avaient traversé l'enfer, et les renvoyer en esclavage aurait été monstrueux, même pour les normes de l'époque. Maillard proposa de les ramener chez eux, à Madagascar, aux frais de l'État, ce qu'ils refusèrent. Après 15 ans sur l'île, ils n'avaient plus de foyer. Leur village avait disparu, leurs parents étaient morts ou les avaient oubliés. Elles décidèrent de rester sur l'île Maurice. Le gouverneur fit également baptiser les survivants, une formalité mais importante pour la société chrétienne. Le garçon fut nommé Jacques, en l'honneur du gouverneur lui-même. Sa mère fut baptisée Ève, son nom malgache était Sémiaou. La grand-mère du nourrisson fut nommée Dauphine, d'après la corvette qui les avait sauvés. Symbolique. Ce furent les seuls à survivre. Les autres femmes moururent presque immédiatement après leur sauvetage du paludisme qui sévissait sur l'île Maurice. Leurs organismes, affaiblis par des années de privation, ne purent résister à la maladie. Elles avaient survécu 15 ans sur une île déserte, mais n'ont pas survécu à la rencontre avec la civilisation. Cette affaire eut un grand retentissement. On en parla à Paris, on imprima des pamphlets, on organisa des débats dans les salons.
Globalement, elle a fait réfléchir la société française sur sa relation à l'esclavage. Pas immédiatement, pas brusquement, mais quelque chose a bougé dans les esprits. Quelques années plus tard, en 1781, le marquis de Condorcet, l'un des plus grands philosophes du siècle des Lumières, raconta la tragédie de l'île Tromelin pour illustrer l'inhumanité de la traite négrière. Il l'exposa dans son livre « Réflexions sur l'esclavage des nègres », qui devint un manifeste du mouvement abolitionniste. Le livre plaidait pour l'abolition de la traite et du système esclavagiste. L'histoire des Malgaches devint un symbole. Bien sûr, une histoire aussi incroyable de survie prolongée a fasciné les chercheurs. Depuis 2006, plusieurs expéditions archéologiques ont été menées sur l'île. Les scientifiques voulaient comprendre comment exactement ont-ils réussi à survivre si longtemps dans de telles conditions. L'un des chefs d'expédition a déclaré « Ils ont creusé un puits de 5 mètres de profondeur, ce qui a demandé des efforts considérables, étant donné qu'ils n'avaient pas d'outils corrects. Nous avons également trouvé de nombreux ossements d'oiseaux, de tortues et de poissons, les restes de leur régime alimentaire au fil des ans. Mais on n'a pas l'impression que ces gens étaient accablés par leur situation. Ils ne faisaient pas que survivre, ils vivaient dans cet endroit. Ils organisaient leur quotidien, entretenaient le feu, surveillaient l'horizon. Ils avaient un but. » Les chercheurs ont également découvert un journal de bord anonyme, appartenant vraisemblablement à l'un des membres de l'équipage de l'Utile. Les notes sont fragmentaires, de nombreuses pages endommagées par l'eau et le temps, mais les détails clés des premiers mois sur l'île ont été préservés. Sur l'île, on a trouvé des huttes en corail, dont les fondations sont encore visibles sur le sable. Quelques bols en cuivre, des fragments de céramique, une pierre pour affûter les couteaux. Des choses simples, mais chacune d'elles était inestimable pour la survie. Les archéologues ont également découvert les traces du poste d'observation, une maçonnerie en pierre sur le point le plus élevé. De là, la vue s'étendait sur tout l'horizon. Pendant 15 ans, quelqu'un y montait chaque jour et regardait l'océan. Au fil des ans, l'île Tromelin a peu changé. On y a seulement construit une station météorologique au milieu du XXe siècle, un petit bâtiment avec des antennes et des instruments. Seuls 4 météorologues y vivent, se relayant tous les quelques mois. L'île est également une réserve naturelle, où vivent et se reproduisent des tortues marines, y compris des espèces en voie de disparition comme les tortues vertes et les tortues imbriquées. Elles sont protégées et observées par des scientifiques. Étonnamment, ce petit banc de sable est même devenu un sujet de litige entre la France et Maurice. Ils n'arrivent toujours pas à se partager le territoire et se disputent pour savoir à qui il appartient. La France considère l'île comme sa possession depuis le XVIIe siècle. Maurice affirme qu'après son indépendance, l'île en est dû lui revenir. Le différend dure depuis des décennies, pour un minuscule lopin de sable au milieu de l'océan.